Bonsoir. L'élection a donc eu lieu. Les résultats ont été proclamés et le vainqueur, Paul Biya, a prêté serment pour un nouveau mandat de 7 ans, jeudi dernier, 3 novembre 2011. Et il a bouclé son discours par cette phrase: « L'heure est à l'action ». Les biaïstes de toujours ainsi que les opportunistes de la dernière heure ont applaudi à tout rompre. Ceux qui ont contesté les résultats du scrutin et les anti-Biya de partout estiment qu'il n'y a rien à tirer du discours du chef de l'État à l'Assemblée nationale. Qui dit vrai et quelles leçons tirer de tout le processus électoral qui s'est achevé jeudi dernier? Actualité Hebdo met le pied dans le plat ce dimanche avec un invité qui a formé des observateurs électoraux qui lui-même observe la scène politique nationale depuis quelques années déjà. Il est universitaire, enseignant de sciences politiques à l'université de Douala. Le docteur Guy Parfait-Songué est sur notre plateau ce soir. Guy Parfait-Songué, bonsoir. Bonsoir, monsieur Chérif. Voilà, le temps est à l'action, c'est Paul Biya qui le dit. Est-ce que c'est le crépuscule des adeptes de l'inertie qui gangrène l'administration camerounaise? Quand le président dit « il faut agir », est-ce que ça veut dire qu'il va lutter contre cela? En principe, c'est ce que cela veut dire. En principe, cela veut dire qu'il va sanctionner. Cela veut dire aussi qu'il va veiller au grain beaucoup plus que d'habitude. Parce que l'une des faiblesses managériales, n'est-ce pas, de son régime jusqu'ici, c'est qu'il n'y a pas toujours un regard régulier, méticuleux sur l'exécution des programmes. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais il y en a très peu qui sont faites. Donc, ce que je vois à l'écoute, n'est-ce pas, du discours du président de la République, j'ai vu déjà qu'il faut noter que dans ce discours, il a été sobre. C'était un discours sobre. Et il y a quelque part une détermination qui est lisible, qui est donc prévisible et qui nous amène à penser qu'il y aura de l'action, déjà de la part du président de la République par rapport à ses collaborateurs et ensuite, dans l'effet de chaîne que cela va engager, un peu plus de pression dans l'exécution des programmes en rapport avec les besoins de la population. Il vous a un peu surpris par rapport à ces discours de campagne électorale où il a semblé plus précis, il y aura ci, nous ferons ça, et à l'Assemblée nationale, un peu plus général. C'est surprenant? C'est pas surprenant quand on voit l'allure, n'est-ce pas, avec laquelle les choses évoluent et quand on voit que le président de la République, quoi qu'il en soit, a été obligé de faire le point. Faire le point l'a amené à dire des choses inconvenantes déjà pour lui-même parce que quand un homme avoue les insuffisances de son administration de façon récurrente, ça finit même par le frustrer intimement. Il voudrait prouver qu'il peut être efficace. Il voudrait prouver qu'il est capable d'apporter des réponses aux populations camerounaises. Il voudrait prouver qu'il est capable d'apporter une autre vision de l'administration camerounaise et même de ce pays. Donc fondamentalement, ce n'est pas surprenant. Il y a des insuffisances dans ce discours, c'est au niveau, et ça, ce n'est pas au niveau du discours, quoi qu'il en soit, qu'on va trouver ça. On n'a pas d'échéancier, fondamentalement. On n'a pas de mode opératoire, mais ce n'est pas de la responsabilité du chef de l'État. Il faudrait s'attendre, quoi qu'il en soit, à ce que ceux qui jusqu'ici ont cru que l'administration pouvait se jouer de la manière dont ils le font jusqu'ici, avec toutes les formes d'inertie, y compris les pesanteurs souterraines qui caractérisent cette administration, il faudrait s'attendre à ce que cela soit un peu surpris, parce que je crois que ça va être un peu plus dur pour eux. Alors, d'autres posent la question autrement. Quelle nouveauté peut apporter Paul Biya après 29 ans de règne? Premièrement, je pense que le président de la République a l'obligation, s'il veut avoir des résultats, de puiser ailleurs que dans le RDPC. Premièrement. C'est-à-dire dans la société civile, dans l'opposition, mais pas juste pour la forme, pour l'efficacité. S'il n'ose pas la différence, il ne peut pas avoir de résultats parce que les micro-entités systémiques qui se sont structurées au sein du RDPC et autour de l'État, de par le positionnement dans les rapports au pouvoir, rapport au président, font qu'il est très difficile aujourd'hui que les gens prennent des initiatives. Vous voyez, l'administration camerounaise fonctionne avec deux choses assez extraordinaires, la peur et le doute. Je dirais, j'en ajouterais une troisième qui est une institution, c'est la médiocrité. Lorsque vous avez des gens qui se tiennent de par le fait qu'ils aient leur propre micro-entité systémique et ils fonctionnent ainsi depuis très longtemps, ce n'est pas en leur mettant la pression que ça va changer. Il faut faire sauter certains piliers de ce système pour que l'innovation puisse bousculer la donne. Et si le président de la République lui-même ne prend pas sur lui de faire sauter certains piliers du système, tous ces discours ne serviront à rien et rien ne va bouger. Et quand il dit place aux jeunes, place aux femmes, dans le discours, aussi bien à l'Assemblée que même pendant la campagne, vous vous dites, ce renouvellement-là, il peut se faire? Il peut se faire, puisque c'est le président de la République qui nomme des gens. Il peut en nommer d'autres. Et il peut en nommer suffisamment. S'il ne renouvelle pas au moins à 50% son administration, à certains niveaux fonctionnels et opérationnels, rien ne va bouger. Il peut le faire, c'est lui qui nomme. Je crois que s'il parle des femmes et des jeunes, ce n'est pas seulement sur le plan symbolique, ce n'est pas seulement par rapport à l'imaginaire que les gens se font en termes d'idéal de ce que la politique devrait être aujourd'hui au Cameroun, mais surtout c'est sur le plan du réel avec ce qu'il y a comme efficacité avec la jeunesse et avec les femmes. Et il faudrait que l'on accepte
qu'aujourd'hui, il y a des dysfonctionnements majeurs qui ont empêché que l'ensemble des idéaux que le chef de l'État a eu à prôner redeviennent réels. Donc, mécaniquement, il faut frapper suffisamment dur pour qu'il y ait une onde de choc qui prouve aux populations graduellement que quelque chose a changé. Sinon, il faudra croire que deux éléments risquent de jouer contre le président s'il n'y a pas de changement. Le premier élément que l'administration camerounaise ne contrôle pas assez bien, c'est la masse critique qui pourrait déclencher une vraie révolution. Le deuxième élément, qu'on ne semble pas bien analyser, c'est le seuil de tolérance des populations. Mais il faut faire attention, il vaudrait mieux qu'il soit efficace. Alors, pour, on ne va pas dire ceux qui sont anti-jeunes, mais en tout cas, ceux qui tiennent à garder leur place parce qu'ils n'ont pas l'âge des jeunes, ils se disent, les jeunes, c'est peut-être de l'efficacité, mais c'est aussi, surtout, dit-on, de l'irresponsabilité. Oui, disons que je suis tout à fait d'accord quand on veut à tout prix attirer l'attention sur le fait que les jeunes ne sont pas toujours responsables. Maintenant, il faudrait savoir quels jeunes sont irresponsables. Je crois que beaucoup de personnes qui sont irresponsables dans ce pays, c'est les vieux. C'est eux qui ont coulé ce pays. Il faut qu'on le dise. Je suis amusé quand j'entends souvent parler des jeunes en termes d'irresponsabilité, comme si peut-être ils se sont faits seuls, ils sont tombés du ciel. Non, ils ont suivi une trajectoire. Il se trouve que dans ce pays, je prends d'abord le cas du RDPC qui est le parti au pouvoir. Lorsque vous avez 52, 53 ans, vous entendez parler de vous comme étant un jeune homme. Bon, c'est quand même curieux. Si à 52, 53 ans, vous êtes un jeune homme, à quel moment vous devenez responsable aux yeux des gens? Je crois qu'il est très important aujourd'hui d'oser la différence, de donner une place à cette jeunesse qui a déjà fait son parcours, qui a déjà fait des preuves, parce qu'il y a toujours des jeunes compétents dans ce pays, quoi que l'on veuille en dire, et qu'on les laisse faire pour une fois. On peut les coacher. Ça aussi, c'est possible. Et ça existe partout. Il faut avoir des systèmes de relais qui fonctionnent, au lieu d'avoir des vieux qui s'imposent, qui sclérosent même l'administration et qui empêchent à tout de fonctionner, parce que de toute façon, les choses vont à la lenteur, au rythme de fonctionnement de leur organisme. Donc, fondamentalement, je crois qu'il faut donner de la place aux jeunes. Il y en a beaucoup, de la trentaine, de la quarantaine, qui méritent diriger ce pays à tous les niveaux et il faut absolument un changement. Docteur Guy Parfait Songué, vous restez avec nous tout au long de cette émission Actualité Hebdo. Sons et images tout à l'heure, Paul Biya à l'Assemblée nationale, texte et contexte expliqué par Paul Ngoumou. Paul Biya à l'Assemblée nationale, la prestation de serment racontée par Aimé Robert Bihina. Et puis les enjeux économiques du nouveau septennat, c'est Jean Marinka qui joue les pédagogues. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à Actualité Hebdo. Question-réponse, le débat sur l'actualité sans concession. La suite de l'émission, c'est dans un tout petit instant. A tout de suite. Guy Parfait Songué, alors au moment où Paul Biya prête serment, certains de ses opposants, on va dire, manifestent de diverses manières. C'est les faibles qui pleurnichent un peu à l'issue du processus électoral qui, on peut dire comme ça, est achevé aujourd'hui. Jean-Jacques Ekindi a marché à Douala, Kawala a fait un message à la nation, on va dire. Et un certain nombre d'entre eux ont parlé. C'est quoi? C'est les faibles qui pleurnichent? Je crois qu'il est gratuit de les appeler faibles. Il faudrait d'abord que l'on soit d'accord sur deux ou trois choses. La première chose, c'est que le RDPC et le gouvernement en place ont dépensé, et se sont lourdement dépensés pour désubstantialiser l'opposition. Et ça a marché. Alors, on ne peut pas prétendre que l'opposition qui a été déstructurée avec tous les moyens de l'État est faible. C'est comme si peut-être... Non. Cette faiblesse est... Nous regardons les résultats. Oui, mais nous sommes tous dans ce pays, il faut qu'on regarde la réalité. Le problème pour moi, c'est que les opposants ne semblent pas avoir préparé cette élection. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec l'opposition camerounaise. Ça fait plus de 6 ans que j'ai dit dans l'espace public qu'une élection au Cameroun, il faut la préparer. Ils ne l'ont pas préparée. Les partis politiques en général au Cameroun souffrent d'une faiblesse, c'est que les éléments sur lesquels ils devraient s'appuyer, à savoir la citoyenneté, sont fragiles. La majeure partie des Camerounais que vous allez rencontrer ont une carte d'identité nationale, mais ne savent pas que la carte d'identité nationale ne leur donne pas la citoyenneté, elle leur donne la nationalité. Donc, le citoyen se fabrique de par la coexistence, la collaboration, la cohabitation dans un espace qu'il faut développer. Beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'ils sont responsables dans ce pays. C'est-à-dire que vous soyez vendeuse de bains, vendeur de poissons, enseignant, prêtre, médecin, peu importe, vous êtes responsable. Beaucoup de Camerounais ne comprenant pas qu'ils sont responsables, vous ne pouvez pas les engager dans le champ politique. Parce que le politique théâtralise le social. Or, le social, s'il n'est pas bien structuré, quel théâtre on a? Si les partis politiques, y compris ceux de l'opposition, n'attaquent pas ce problème dans le fond, c'est celui de la formation
des individus en société, ils ne pourront pas faire la politique. Le RDPC a l'avantage de ses moyens. Il est capable de tirer même parfois dans les ressources de l'État pour fonctionner. Mais même le RDPC n'a pas attaqué ce problème. Ça fait que fondamentalement, ceux qui ont moins de ressources, qui parfois même ont une faiblesse incroyable de n'avoir ni vision au départ, ni conviction, ni vocation même à faire la politique, qui en face n'ont pas en plus ces moyens, ne s'attaquent pas à ce problème, le résultat c'est qu'ils échouent. Donc, ce n'est pas qu'ils sont faibles, c'est que personne n'a voulu jusqu'ici s'attaquer au problème de fond. Et tant qu'ils continuent à faire ça, je crois que finalement, c'est les jeunes, notre génération, qui viendra leur botter le derrière. Ça nous ramène quand même à cela. C'est-à-dire que l'opposition, on va peut-être laisser le terme faible de côté, mais elle ne tient pas la route. Elle ne tient pas la route parce que, je l'ai déjà dit, d'un côté, on a certains leaders, entre guillemets, qui n'ont pas de vision, pas de conviction, pas une vocation. Ça, c'est d'un. De deux, ils ont jusqu'à présent refusé de s'unir. Vous avez un parti qui est implanté sur l'ensemble du territoire national pour le battre. Il faut s'unir. Maintenant, vous avez un parti qui, malgré le fait qu'il soit renforcé par rapport au dernier congrès au niveau configurationnel et structurel, est faible. Pour le battre, il faut s'unir. C'est-à-dire la faiblesse convictionnelle et motivationnelle qui marque l'intérieur du RDPC est attaquable. Si par exemple, je vous dis ça comme ça c'est mathématique. Si par exemple les opposants s'étaient unis avant l'élection, on va dire 2 ans avant, pour préparer l'élection de façon stratégique, ils auraient mis en difficulté le RDPC, sérieusement. Parce qu'il y a certains partis au sein de l'opposition qui ont une bonne base électorale. Vous avez le SDF, vous avez le PURS, vous avez le parti de Kawala, le CPP, vous avez le Manidem, prenons ne serait-ce que ces 4, on peut en ajouter jusqu'à arriver à 7 ou 8. S'ils avaient réussi à s'unir, ils auraient créé de grosses difficultés au RDPC parce qu'il faut regarder qui est dans le champ politique. Qui s'est inscrit pour l'élection? On a plus de 20 millions d'habitants, mais combien de personnes s'intéressent à la politique de façon opérationnelle? Donc, en fait, ils pouvaient battre le RDPC. Ils s'en sont même pas rendus compte. Ils étaient capables d'unir leurs forces, leurs ressources, mutualiser leurs ressources et attaquer véritablement le géant qu'est le RDPC. Mutualiser donc ces ressources-là. Qui prendrait la tête, on va dire, de l'opposition en ce moment-là? C'est Fundi, c'est Ndamjoya? Je sais que l'un des problèmes les plus difficiles, c'est de gérer les... Créer le parti unique de l'opposition a toujours été... Non, il ne s'agit pas de créer le parti unique de l'opposition. Il suffit de s'entendre sur un partage des stratégies et de pouvoir. Parce qu'en fait, il s'agit de ça. À supposer qu'on accepte un leader, on se partage les tâches et on se partage les revenus lorsqu'on aura gagné la bataille. En 2004, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Oui, il ne fallait pas essayer. Il fallait y croire d'abord. Je ne comprends pas comment les gens peuvent aller à une bataille en croyant qu'il faut juste essayer. Maintenant, je vais être un peu plus concret. Si vous voulez préparer une élection au Cameroun et vous la gagnez, il faut vous préparer sur le terrain pendant au moins 3 ans. Je parle sur le terrain, c'est-à-dire au niveau conceptuel, il faudrait même l'avoir programmé, pensé depuis au moins 4 ans avant. Il faudrait qu'on comprenne les choses. Moi, pour ce que je fais sur le terrain, une élection, c'est un projet, d'accord? On le pense, on le structure, on a les niveaux d'exécution du projet. Le problème, ce n'est pas les moyens, on les trouve. D'abord, il faut que l'idée soit parfaite, qu'elle soit claire, que l'on comprenne les étapes par lesquelles il faut passer pour atteindre son objectif. Or, ils n'ont pas fait ça. Ils viennent faire quelque chose là qui montre, une fois de plus, qu'ils brillent par un certain militantisme. En fait, j'appelle ça du militantisme saisonnier. Ce n'est pas de la politique. Ils continuent à faire comme si la démocratie était un sport pour les spectateurs. La démocratie demande d'être présente en permanence. Et il faudrait cesser de croire qu'on résout les problèmes en démocratie à travers les justificatifs et les accusations. Ça ne marche pas. Pour battre le RDPC, malgré toutes les insuffisances du RDPC, il faut préparer la bataille. Parce que, je vais prendre un élément qui montre que l'opposition, en majorité, n'a pas préparé cette élection. Il est proprement insensé, sur le plan de l'exécution d'un programme, comme une élection présidentielle, d'accepter de prendre 15 millions. Avec 15 millions, on ne pouvait même pas battre campagne à Yaoundé. À plus forte raison, battre campagne sur l'ensemble du territoire national. Mais ils n'ont même pas compris dans quoi ils se lançaient. Apparemment, certains sont venus se faire connaître tout au mieux. Ils ne sont pas venus gagner une élection présidentielle. Et ça pose un problème managérial, ça pose un problème d'organisation et ça pose un problème de stratégie globale. C'est là-dessus que j'insiste. Certains ont le sentiment, parce que dans ce pays, on a tellement travaillé à ce que les gens raisonnent en mode binaire. Si vous n'êtes pas de l'opposition, vous êtes du gouvernement, du RDPC. Donc quand vous n'êtes ni l'un ni l'autre, finalement, on ne sait pas où vous mettre. Mais il s'agit
de pratiques opérationnelles. À partir du moment où vous démontrez que les opposants font mal, ils pensent que c'est parce que vous êtes d'un côté. Quand vous dites que le RDPC fait mal, vous pensez que vous êtes de l'autre côté. Or, il y a dans le champ politique des gens qui sont là au centre, qui observent et qui savent, parce qu'ils sont des hommes de terrain, comment les choses se font. J'ai fait le tour de ce pays. J'ai rencontré des gens de tous les arrondissements dans ce pays. L'une des choses qui est effrayante, quand vous parlez aux Camerounais du Cameroun, c'est qu'ils se comportent comme si vous étiez de l'autre côté du miroir. Ils ne comprennent pas que vous parlez de leur pays. Ce pays a été déstructuré de manière que beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'ils en sont responsables et tout ce qui s'y passe les concerne intimement, impacte sur leur quotidien, au-delà du paraître, modifie leur qualité de vie, au-delà du paraître. Et si les partis politiques qui sont censés avoir pour objectif, c'est ce qu'on enseigne en sciences politiques, un parti politique naît pour arriver au pouvoir. Certains, depuis qu'ils ont été créés, s'en sont plutôt éloignés. Si un parti politique naît pour arriver au pouvoir, il doit comprendre les problèmes de la cité, comprendre les problèmes de la société, comprendre comment les rapports entre l'État et la société se sont construits, comprendre donc les déficiences que l'on note dans le champ de la citoyenneté. Et maintenant, au niveau de la gestion de cette après-élection-là, lorsque vous entendez Paul Biya dire « ensemble, nous ferons ceci, ensemble, nous ferons cela », est-ce que ce n'est pas un peu, on va dire, un appel du pied aux autres en se disant « le temps de la bagarre est terminé. Aujourd'hui, construisons le pays. » Ou alors, est-ce que c'est une autre manière de asphyxier définitivement? Vous savez, je vais essayer d'être franc envers vous une fois de plus. Monsieur Biya, en tant que politicien, est très redoutable. Et beaucoup de gens ne comprennent pas cette logique-là. Mais quand Monsieur Biya prend la parole pour le tout dernier discours, je n'entends pas le président de la RDPC parler, c'est le président de la République qui parle. Tout à fait. Et comme c'est le président de la République qui parle, il faut comprendre qu'au niveau de l'idéal, de l'imaginaire, de l'idéal de ce que c'est qu'incarne un président de la République, il est normal qu'il veuille que toutes les ressources de l'État soient disponibles pour résoudre les problèmes. Il est légitime qu'il veuille, au niveau des représentations avec lesquelles il joue, parce qu'ensemble, c'est l'unicité, la communion, etc. Il est légitime qu'il en fasse usage. Maintenant, au niveau de ce qu'il y a de réel, je ne crois pas que c'est un piège. Il veut des résultats. Et je crois qu'il va essayer tout ce qu'il est possible pour lui, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, pour que les résultats soient. Et je crois qu'il va faire des concessions. Ce n'est pas un piège. Je n'ai jamais eu le privilège de rencontrer le président de la République, je ne suis pas dans sa tête. Mais je suis convaincu que cet homme, lorsqu'il parlait, peut-être certains ont l'habitude de l'écouter, ou non, de l'entendre, pas de l'écouter. Il était un peu en colère. Il y avait quelque chose. Oui, oui. Il y a de la rage chez cet homme. Il veut des résultats. Donc il va essayer tout ce qui est nécessaire pour prouver qu'avec lui, le Cameroun peut fonctionner mieux. Il faudrait que ceux qui ont des choses à proposer pour ce pays, qu'ils soient à l'intérieur du territoire ou à l'extérieur, croient en ce discours-là plus que tous les autres, parce qu'il y aura quelque chose. Et justement, à propos de ce discours, je vais vous proposer un petit arrêt avant de continuer notre entretien. C'est un arrêt sur quelques temps forts, quelques mots-clés comme cela, compilés par Paul Ngounou. Dans la gradation de son discours inaugural, le président Paul Biya a réservé le meilleur pour la fin. Exhortation à l'action. Tous ensemble, nous devons relever ces défis. Je m'y suis engagé, vous vous y êtes engagé, le peuple camerounais s'y est engagé. L'heure est à l'action. Prestation de serment, occasion idoine pour le chef de l'État de souligner les 2 points cardinaux du nouveau septennat. Grande réalisation, émergence. En plaçant mon mandat sous le signe des grandes réalisations, je vous invite tous à faire montre de plus d'audace, de plus de créativité, de plus d'innovation. Nous pouvons mieux, nous devons résolument transformer le Cameroun en un chantier de l'émergence, c'est-à-dire en un pays qui crée des richesses et les redistribue de manière équitable, en un pays qui offre à tous des opportunités égales d'épanouissement, en un pays à la croissance économique forte et durable, en un pays à la sécurité alimentaire renforcée. Bref, en un pays du bonheur de tous
et de chacun. Le chapitre des annonces était tout aussi dense. En prime, la République exemplaire. La République exemplaire que nous bâtissons est une République ouverte aux critiques constructives, sans revendication du monopole de la vérité. La République exemplaire est une République de liberté, de tolérance et de civisme. La République exemplaire devrait s'accompagner de la mise en place de nouvelles institutions. L'Assemblée nationale sera bientôt épaulée par le Sénat. Le pouvoir législatif sera alors exercé par un Parlement complet, où les collectivités territoriales décentralisées seront elles aussi représentées. Il nous faudra également installer le Conseil constitutionnel, qui est un organe essentiel pour le fonctionnement de nos institutions. L'accélération de la croissance que le chef de l'État appelle de tous ses voeux a pour objectif majeur de lutter contre le chômage et assurer une redistribution équitable des richesses. Nous continuerons à ouvrir de nouveaux centres de santé et à apporter à nos formations hospitalières les équipements de pointe qui leur font défaut parfois. Dans toute la mesure du possible, nous étendrons la gratuité ou la réduction du coût des soins pour les pandémies ou les maladies infantiles. La mise en place, dans le cadre de notre système de sécurité sociale, d'un dispositif d'assurance maladie facilitera l'accès aux soins des moins favorisés. Petite phrase du président Paul Biya, n'ayons pas peur de l'avenir. Pour reprendre la formule du président de l'Assemblée nationale, Kava Yegui Djibril, c'est la parole d'un éminent homme d'État qui rassemble et rassure. Retour sur ce plateau avec notre invité, le docteur Girpaf Songé. Alors, le président de la République à l'Assemblée nationale qui prête serment, qui dit ce qu'on a entendu, et puis dans la salle, évidemment, salle pleine, mais il y a une opposition qui n'est pas là, l'opposition parlementaire. Vous interprétez ça comment? C'est une manifestation de la démocratie. C'est bien que l'opposition puisse protester contre un événement de l'ampleur de celui-là. C'est bien que l'opposition puisse prendre position et dire qu'elle n'est pas d'accord. Sauf que personnellement, pour des raisons de pratique opérationnelle, je trouve que ce n'est pas maintenant qu'il fallait commencer. Et encore que ils prennent des raccourcis comme ça pour balancer des images. Je ne sais pas si ils savent la densité de la bataille qu'il faut mener. On ne réussit pas par hasard. Encore que fondamentalement, pour moi, le hasard n'existe pas. On réussit parce qu'on a visualisé. Je vais rentrer dans des logiques spirituelles. Il est écrit dans la Bible, pour ceux qui la lisent, que Dieu a créé le monde à travers la parole. Mais avant de parler, il a pensé. Il est encore écrit, c'est le deuxième repère qui va me servir pour parler de politique. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire que nous ressemblons à Dieu, tête, 4 membres, un tronc, mais nous avons aussi l'Esprit de Dieu, nous sommes capables de créer. D'où vient-il que l'on veuille créer avec comme vision préalable l'échec dans les représentations? En fait, nous devenons ce que nous pensons. Nous ne pouvons réussir que quand nous avons cru en cette réussite. Quand je parle de foi, il ne s'agit pas d'église ou de religion. La ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Il faut de l'esprit dans cette opposition. Il faut des convictions, il faut une âme dans cette... Il faut une détermination, il faut une volonté réelle à s'attaquer à un problème profond. C'est une opposition qui a, comme on dit, trop mangé. Pas trop mangé. Elle a une faiblesse déjà dès le départ. Beaucoup se sont retrouvés dedans sans avoir compris ce qu'ils allaient y faire. Il faut comprendre que l'excitation des années 90 qui faisait tomber, n'est-ce pas, le système westphalien et l'État-providence avec globalement la chute du mur de Berlin et la dislocation de l'URSS, ça fait que beaucoup de gens aient besoin de s'exprimer. Sauf qu'on n'entre pas dans une bataille sans l'avoir pensé. Beaucoup n'ont pas pensé la bataille et beaucoup n'ont pas fait le bon diagnostic. Le bon diagnostic, c'est que les problèmes que le Cameroun a sont conséquents aux conditions dans lesquelles il est né. L'indépendance du Cameroun est une imposture. Donc il faut commencer par réparer les torts causés à ce pays
avant même qu'il soit né, et toutes les incidences que cela a fait. Je vais vous parler de quelque chose que les opposants ne voient pas. Le Cameroun a subi une triple désubstantialisation. La première se trouve au niveau du leadership. Les Allemands ont commencé à décimer les leaders dans ce pays. C'est le premier qui ont commencé. Comme beaucoup ne connaissent pas l'histoire du Cameroun, parce qu'on ne l'enseigne pas dans nos écoles, on n'en parle pas. Les Allemands ont commencé, les Français ont continué. Sous le régime Ahidjo, ça a continué. Et d'une certaine façon, au niveau de l'imaginaire des symboles, ça a continué sous le régime Biya. Après ça, les Français sont venus désubstantialiser la culture. Les personnes qui ont votre âge ou un peu plus savent que sous la colonisation française, on se faisait fesser pour avoir parlé sa langue à l'école. Où on délégitime les gens dans leur rapport à la culture. La troisième déstructuration qui est effrayante, c'est que la manière dont l'Église a été amenée dans ce pays, un peu partout en Afrique subsaharienne, était une duperie. C'est la technique du miel sur le couteau. On a fait croire aux Noirs que Dieu voulait qu'ils soient pauvres. Ce qui fait que mécaniquement, on a enseigné pendant longtemps les passages que heureux les pauvres parce que le paradis est à eux. Il est plus difficile à un riche d'entrer au paradis qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Les passages qui disaient qu'il vous soit fait selon votre foi, demandez, on vous donnera, cognez, on vous ouvrez, on les a mis de côté. La misère a été créée dans les esprits. Vous avez des chrétiens qui jusqu'aujourd'hui à 5h30 se réveillent pour demander au Seigneur de les éloigner de toutes les choses matérielles qui pourraient les empêcher de connaître Dieu. Dieu, qui est riche, immensément bon et tout le reste, voudrait-il que quand on s'épanouit, qu'on veut le connaître, qu'on soit pauvre? En fait, si vous ne vous attaquez pas à ces trois problèmes qui affectent la société et infectent les individus, vous ne pouvez pas résoudre les problèmes politiques au Cameroun parce que la société elle-même a perdu les bases depuis lesquelles on construit un pays. On construit un pays à partir des hommes. Et si les hommes eux-mêmes n'ont pas d'âme, n'ont pas d'esprit, n'ont pas de conviction, n'ont pas de vision, regardez une société dans laquelle, quand vous demandez à un enfant, moi j'ai un master, je demande à un enfant en master, ben, pourquoi tu fais cette filière? Je ne sais pas, hein, c'est papa qui m'a dit de faire. Il n'a pas de conviction, il fait les diplômes de son père ou de sa mère. Lui-même, il ne sait pas où il va. Il faudrait que vous compreniez. Lorsque vous demandez à un enfant, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie après tes diplômes, il dit, je vais faire ce que je vais trouver. C'est-à-dire, il est mort à l'origine. On crée le bonheur, on crée le succès à travers la pensée. Si l'individu, depuis sa pensée, pense qu'il n'a pas le droit de réussir, l'échec est là. Il faudrait qu'il résolve ses problèmes. S'il ne veut pas résoudre ses problèmes, il ne peut pas diriger ses problèmes. C'est ça le problème de l'opposition aujourd'hui. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop dur? Je ne suis pas dur envers l'opposition. Ce que je dis, le RDPC n'a jamais considéré ça. Même le RDPC n'a jamais attaqué ce problème. Mais aujourd'hui, je compte sur l'opposition parce que le RDPC a ses insuffisances. C'est le RDPC qui est au pouvoir. Je compte sur l'opposition pour créer un challenge qui obligerait même le RDPC à fonctionner mieux. Je vais vous donner un élément. Le dernier congrès du RDPC a permis un renforcement au niveau de la configuration et de la structure. Mais au niveau du fonctionnement, le RDPC ne s'est pas renforcé. Pourquoi le RDPC ne tient pas compte des mêmes tares que ce que je viens d'expliquer? Je vais vous montrer quelque chose. Lorsqu'il y a un événement au sein du RDPC, l'argent vient d'en haut. Ce n'est pas normal. Dans un parti politique, ce n'est pas normal. Il faut leur dire que ce n'est pas normal. Normalement, c'est les cotisations des militants à la base qui devraient remonter et qui devraient permettre de gérer les besoins du parti. On est obligé de mettre la pression sur quelques individus qui ont accès aux grosses caisses pour financer le parti. C'est un dysfonctionnement inacceptable. Et pour que le RDPC soit mis en difficulté de manière qu'ils soient obligés de se restructurer, il faut qu'en face, il y ait des gens qui le secouent. Il est de notre intérêt aujourd'hui que le RDPC fonctionne mieux parce que c'est lui qui possède le pouvoir. Mais pour que le RDPC fonctionne mieux, il faudrait qu'il y ait une onde de choc qui vienne de l'extérieur. Parce qu'en l'État, avec leurs micro-entités systémiques dans lesquelles les gens ont d'autres priorités que la satisfaction des besoins des populations, les populations n'y comprennent rien. Que disent? Elles sont victimes de ces dysfonctionnements puisque le RDPC a adossé sur l'administration. Or aujourd'hui, nous, les Camerounais jeunes, qui croyons que réussir est un droit, être heureux est un droit et que le mérite a sa place, nous espérons un changement. Un général seul ne gagne pas une guerre. Absolument. On est obligé de compter sur tout ça. Il ne faut pas que les gens croient que quand on leur fait des critiques objectives, on ne les aime pas. Ce n'est pas qu'on est dur. Et lorsque vous voulez traiter une maladie, vous faites le diagnostic. Le diagnostic, peut-être vous le percevez comme dit, mais c'est le diagnostic. Si vous ne faites pas le bon diagnostic, la thérapie, vous ne pouvez pas la trouver. Le problème est là. C'est pourquoi moi, personnellement, je ne peux pas entrer dans un parti politique au Cameroun. Mais s'ils ne veulent pas travailler, nous, on va leur botter le derrière. Parce que nous, on vient, on apprend nos leçons, on ne peut pas continuer à laisser les choses comme ça. Donc, le problème, c'est qu'il faut qu'on accepte que ça ne va pas, qu'on ose la différence. Pourquoi les partis ne forment plus les militants au Cameroun?
Les écoles de cadres ont disparu. Ça a disparu. Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes dans un pays sans faire des formations adaptées? Pourquoi au Cameroun, on ne s'attaque pas aux appareils idéologiques de l'État qui contribuent à fabriquer tout, sauf des leaders. Tout, sauf des personnes capables de dire « nous ne sommes pas d'accord parce que la bonne méthode, c'est ceci ». Pourquoi dans tout un pays comme le nôtre, la peur, le doute et la médiocrité sont devenus des institutions, au point où réussir même est devenu suspect? Puisqu'au Cameroun, si vous réussissez, on dit non. Quand on est gentil envers vous, c'est que vraiment on vous aime beaucoup. On va estimer que vous avez un bon parrain. Mais la norme, c'est que soit vous êtes devenu homosexuel, soit vous êtes dans une secte. Pourquoi? Parce que l'imaginaire populaire est convaincu que la norme est d'échouer. Comment se fait-il que dans l'imaginaire populaire, tout un peuple ait oublié que le travail paye, et même oublié que l'expertise est un pouvoir? On ne croit plus en la force du travail. On réussit comment? Si dès la base, depuis les convictions, les représentations, les gens ne croient plus au travail. Revenons encore à cette opposition-là. Lorsque John Fundi dit, avant la campagne électorale, pendant et même peut-être après, il dit « Moi, c'est ma dernière campagne, c'est mon dernier combat ». Vous qui observez cette opposition-là, vous vous dites découragement, c'est fini, ou alors il y a une génération qui va monter. Bon, d'abord, il ne faut pas qu'on croie que John Fundi a dit ça parce qu'il est trop gentil, il aime les jeunes, d'accord? Les cadres du SIF lui ont dit qu'il ne peut plus se représenter, pour ce que je sache. Peut-être qu'ils vont essayer de dire le contraire parce que ça ne leur plaît pas. Maintenant, ils sont tous vieux. Il faut qu'ils s'écartent. Parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas les mêmes rapports au pouvoir qu'eux, qui sont structurés autrement, qui peuvent proposer autre chose. Quand on parle, par exemple, du Parlez quoi? De la génération Facebook, là? Je ne vais pas l'appeler génération Facebook parce que la fracture numérique même déjà fait qu'on ne peut pas toujours adapter la manière dont les autres fonctionnent à nos modes de fonctionnement au Cameroun. Quand je regarde le SDF, je vois Célestin Jamen, je vois Joshua aussi, je vois Jean-Michel Nietzsche qui sont là, qui sont présents depuis un moment et qui peuvent proposer autre chose. Monsieur Fundi a une faiblesse en tant qu'homme politique qui caractérise beaucoup d'autres hommes politiques au Cameroun. Il ne sait pas communiquer. Ce monsieur est effacé. Je le dis en tant que spécialiste en sciences politiques. Et qu'il ne sache pas communiquer est une faiblesse en tant que leader. Bon, il a passé 20 ans là, en tant que leader, ne sachant pas communiquer, malgré tout ce qu'il avait comme charisme à l'origine. Malgré même la déception qui a été marquée par le début des années 90 jusqu'à pratiquement 96. Il a échoué, d'une certaine façon. Paradoxalement, son parti est resté le plus grand parti d'opposition au Cameroun, qu'il laisse des plus jeunes là qui en veulent montrer que ça peut fonctionner autrement. Parce que quoi qu'il en soit, sur les chiffres, c'est ça, pour l'instant, le SDF est le parti d'opposition le mieux représenté sur l'ensemble du territoire national. Sauf qu'il faut faire attention. Il y a des jeunes là qui poussent, comme le PURS. Le PURS a une très bonne base électorale. On n'a pas fait attention à lui parce qu'il a été écarté par l'élection présidentielle. Mais il faudra faire attention. Ils ont une très bonne base électorale, pas seulement au niveau des chiffres, mais au niveau de la qualité de cette base électorale. Vous êtes leur conseiller en communication? Non, disons que je sais beaucoup plus de choses qu'il y paraît. Et je côtoie tous ces gens. Retour à l'Assemblée nationale pour parler de la cérémonie de prestation de serment du président. C'était une journée mémorable pour les Camerounais. On se souvenait un peu de 1982, année où Paul Biya prêtait serment pour la première fois. Et ce jeudi-là, 3 novembre 2011, était un peu un autre grand jour pour le président élu qui prêtait serment, Aimé Robert Biya. Comme un écrin de pierre précieuse, l'hémicycle de l'Assemblée nationale est resplendissant. Les députés en maître des lieux sont arrivés les premiers, les chapeaux tricolores rehaussant la para. Pour meubler l'attente, les sujets de conversation et d'exclamation ne manquent pas, en balayant et rebalayant du regard l'arène habituelle des débats épiques. En ce jour solennel qui n'arrive qu'une seule fois tous les 7 ans, tant de grands corps de l'État sont là. Les membres de la Cour suprême dans toute leur majesté, les membres du gouvernement dans toute leur solennité. Le regard accroche aussi toutes ces travées pleines d'invités spéciaux. La mise en place est terminée, comme on dit dans les usages protocolaires, quand l'histoire s'écrit en accéléré. 10h15 tapante, arrivée du président élu. Les séquences de la cérémonie de prestation des serments s'enchaînent. L'assistance aussi entre gravité, solennité et gaieté.
Le discours inaugural révèle encore un président fort en thème. Après la nouvelle dynamique du congrès ordinaire du RDPC, après les grandes réalisations de la campagne électorale, on découvre la République exemplaire pour l'investiture. L'assistance est sous le charme. Tout est dit, tout est fait. La symbolique du serment et la mystique du pouvoir se rejoignent. Paul Biya entra à l'hémicycle dans une posture de président élu, en ressort habitant toute la légitimité et toute la légalité de la fonction de président de la République. Le peuple camerounais est en liesse. La famille présidentielle est en joie. Paul Biya, imperturbable, marche vers son destin pour réenchanter le présent et réinventer le futur du Cameroun. L'élection a donc eu lieu, le président a prêté serment. On revient quand même sur le déroulement de l'élection. Beaucoup de choses ont été dites par rapport à cela. C'était bien, mais peut mieux faire, les dysfonctionnements, etc. Quel est le regard que vous jetez globalement comme ça sur ce processus-là qui aboutit finalement à l'élection de celui qui était le candidat favori de toute façon? Il y a eu beaucoup d'insuffisances dans l'organisation de cette élection et des insuffisances qui ont contribué à ce que malgré le fait, de manière factuelle, que M. Biya ait gagné cette élection, c'est resté en travers de la gorge de certains. Je vais prendre un élément. Et les CAM a distribué les cartes assez tard. Avant ça, les listes électorales sont arrivées à ce stade du jour de l'élection sans qu'aucune précaution ne soit prise pour nous éviter les doublons et plein d'autres problèmes. On aurait dû produire les listes électorales provisoires suffisamment tôt pour que les gens viennent vérifier si leurs noms sont convenablement écrits, si leurs noms sont dans les listes, qu'on ait le temps d'enlever les décédés, les déplacés, etc. Je vais vous expliquer deux choses. Parce que je voudrais, pendant que j'explique ça, que l'on comprenne qu'il y a une différence entre les insuffisances fonctionnelles d'une organisation comme ELECAM et une volonté de frauder du RDPC. Il n'y avait pas de volonté de frauder. On ne peut pas toujours dire ça. Je veux quand même qu'on fasse un distinguo entre les deux. Beaucoup de Camerounais ne déclarent pas les décès. Donc, lorsque on prépare une élection comme celle-là, on doit savoir mécaniquement qu'il y a plein de décédés dans les listes. On devrait faire un travail qui permet, n'est-ce pas, de retirer ces noms. Beaucoup de personnes, quand ils se déplacent d'une localité à une autre, ne signalent pas qu'ils sont déplacés pour qu'on enlève leur nom de la précédente liste pour qu'ils puissent s'inscrire dans la nouvelle. D'un autre côté, il y a un défaut de communication important que les CAM a jusqu'ici par rapport à sa gestion, et ça fait partie des stratégies. Et l'autre élément qui n'est pas rien, vous avez en face des populations qui ne trouvent pas pertinent de s'impliquer dans un processus comme celui-là. Tous ces éléments combinés font qu'il fallait s'attendre à ce qui est des dysfonctionnements. Et on n'a pas voulu tenir compte de cela, on s'est empressé de faire les choses à la dernière minute, comme si on était surpris par la date. Ce qui me frustre intimement, sur la base des données que j'ai regroupées sur l'ensemble du territoire national, parce que j'ai un rapport à produire sur les élections de 2011, après celle de 2012, c'est que les éléments que vous avez vous montrent que M. Biya a gagné l'élection. Mais il y a tellement de dysfonctionnements dans le système que s'il y avait une vraie compétition, objectivement, ça aurait poussé toute personne qui fait des propositions à demander que dans un tel cas de figure, il faut annuler les résultats. Vous savez, nous sommes tous responsables dans ce pays, qu'on en ait conscience ou pas. Et quand on regarde comment une élection se déroule, il y a quand même un certain nombre de choses que l'on doit trouver sur le terrain. Il y a des bureaux de vote où il n'y avait même pas d'isoloir. Il y a des bureaux de vote où les bulletins de certains partis ou certains candidats sont arrivés à 11 heures. Maintenant, je prends le problème de l'autre côté. De quelle élection parle-t-on alors que les candidats de l'opposition sont incapables de se faire représenter sur l'ensemble des bureaux de vote? Ça, c'est la faute à qui? C'est à eux encore, c'est l'une des preuves qu'ils n'ont pas préparé l'élection. Et je crois que tous ces éléments, pour nous qui pensons qu'aimer le Cameroun est légitime, sont amers dans le fond. On aurait aimé avoir une élection où il y a une vraie compétition, premièrement. Bon, ils n'ont pas préparé l'élection, il n'y a pas une vraie compétition. Le RDPC a inscrit plus de militants à cette élection que les opposants.
Les opposants attendent quelques semaines avant pour dire allez vous inscrire. Le DPC a commencé à inscrire les militants plus d'un an avant l'élection. Rien que mathématiquement, il a eu tout pour battre l'opposition. Pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas qu'il faut demander aux gens de s'inscrire bien avant? Ou bien, pourquoi n'ont-ils pas trouvé pertinent de s'effacer de cette élection pour obliger le président de la République à réorganiser les choses jusqu'à ce que ce soit correct? Parce que certains qui viennent se plaindre là, ils ont accepté de faire le jeu d'un système qui ne fonctionnait pas. Ils étaient déjà d'accord sur le fait que ça dysfonctionnait. Et ils sont allés à l'élection. À quelle élection? Avec tout ce qu'il y avait comme insuffisance. C'est-à-dire qu'on se plaint après le match joué. Oui, c'est pas correct. Donc, il est très important, la prochaine élection est en train d'arriver, qu'il y ait un travail de fond sur les dysfonctionnements, de manière qu'Elecam fasse son travail convenablement. Parce que je ne veux pas tirer sur Elecam de façon systématique parce que, et ça c'est encore autre chose que les politiciens ne veulent pas dire dans ce pays, qu'ils soient du RDPC ou de l'opposition, Elecam n'est que l'un des maillons de la chaîne quand on veut parler d'une élection. Il y a d'un côté les partis politiques, il y a Elecam, les institutions qui gèrent l'élection, et il y a les populations. C'est tout ça qui permet de crédibiliser le système. Si on passe le temps à faire un procès en sorcellerie à Elecam, on ignore la responsabilité de tous les autres dans le système de processus. Les populations vont se plaindre à qui si elles ont choisi, comme stratégie de participation, l'abstention. Parce qu'en fait, mécaniquement, quand vous êtes absent, vous laissez aux autres le droit de décider à votre place. Et c'est des choses qu'il faut gérer. Mais lorsque vous voyez comment ça a fonctionné, vous avez observé les élections, vous vous dites, s'il y a de la volonté, ça peut effectivement changer l'organisation, le mode de fonctionnement du processus. En l'état de par les faiblesses du système social, politique, la volonté doit venir du président de la République. Parce que quand on dit s'il y a de la volonté, il ne faut pas s'attendre à ça. C'est la volonté politique. Oui, il faut que lui en fasse une affaire d'honneur. Comme son discours, là, on sent que c'est devenu une affaire d'honneur pour lui de prouver que le Cameroun peut fonctionner mieux. S'il n'en fait pas une affaire d'honneur, parce que là, il ne risque pas de perdre, il a déjà gagné. Il peut quand même améliorer le système. S'il n'en fait pas une affaire d'honneur, les populations n'auront pas le sentiment que ça vaut la peine de participer. Et ça fera encore qu'on va se retrouver vers les mêmes frustrations, le même désengagement et le même discrédit dont souffre le système politique. Oui, mais au point où on est rendu, on va se retrouver en train d'obliger la population à aller voter. Dans certains pays, ça se passe comme ça. Peut-être que le vote devrait-il être obligatoire au Cameroun? Il faudrait que les Camerounais comprennent que ce pays est le leur. Je vais le dire autrement. À travers l'histoire, les révolutions et les changements de régime ne se sont faits que quand les populations estimaient qu'elles étaient mal représentées ont décidé d'agir. Le président de la République ne peut pas tout faire dans un pays. Même si le président de la République décide de mettre la pression à un système comme le nôtre là, ça ne suffira jamais. Jamais. Je vais le dire de façon un peu plus radicale. Personne ne peut diriger ce pays de façon cohérente, structurante, pérenne, tant que tous les niveaux de responsabilité ne fonctionnent pas aujourd'hui. On ne peut pas dire dans un pays que le président a tort lorsque quelqu'un qui a sa petite parcelle de pouvoir trouve qu'il a le droit de mal faire parce que le système ne fonctionne pas bien. Que ce soit le policier, que ce soit le directeur d'entreprise, que ce soit l'enseignant d'université, que ce soit le médecin, que ce soit l'infirmier. Or, à tous ces niveaux, jusqu'au ministre, ils réclament à la limite le droit de mal faire. D'accord, le président à ce niveau a encore l'obligation de sanctionner, mais il y a un niveau où il ne peut pas intervenir parce qu'un État s'est stratifié. Il est très important de travailler sur l'éducation des populations. Regardez les appareils idéologiques de l'État. Je commence par les médias. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent dans la majorité? Ils pérennisent les logiques de parti unique d'une certaine façon. Ils ne fabriquent pas de leadership et ils font quelque chose de très grave, contribuer à la désubstantialisation de l'identité des Camerounais. Parce que le processus d'identification au modèle, lorsque vos stars sont des choses qu'on voit à 19h et 20h dans certaines chaînes de télévision, les séries là, où vos stars sont des imbéciles, je définis ce que je veux dire. Un imbécile, c'est un individu dont le niveau de réflexion ne passe pas celui d'un enfant de 7 ans. Donc là où prioritairement, vous devez utiliser la raison, vous utilisez l'émotion.
C'est ça le repère dont on doit se servir. Lorsque les médias ne travaillent pas à construire une identité qui défende l'État du Cameroun. On a un stade aujourd'hui, on a un État à défendre face à un programme de recolonisation de l'Afrique. Et certains ne comprennent pas qu'on est dans un programme de recolonisation de l'Afrique. Lorsque l'école n'enseigne pas les bases élémentaires, vous allez reconstruire un pays comment? Si les enfants ne savent pas qui ils sont, ils ne savent même pas d'où ils viennent. Je vais vous donner un élément très précis. C'est pas très idéologique tout ça. Rien à voir avec l'idéologie. Je suis sur le terrain, je parle de ce qui est faisable. Le tribalisme pourrait être combattu au Cameroun à travers les appareils idéologiques de l'État. Lorsque vous entendez nos langues, les gens croient que nous parlons des langues différentes parce que les sons sont différents. C'est faux. En fait, nous parlons la même langue. Dans presque toutes nos langues, le mois et la lune, c'est le même nom. Quand on vous demande où est-ce que vous habitez, l'encodage dit où est-ce que tu es assis. Dans presque toutes nos langues, les rites initiatiques font le même geste 9 fois parce que 9 symbolise le pourrissement, 10 la renaissance. Je peux vous prendre plein d'exemples comme ça. En fait, la souche est la même. Le tribalisme, de la manière dont il vit aujourd'hui au Cameroun, est une pure sottise sur le plan stratégique. Parce qu'on n'a pas aidé les gens à connaître l'histoire, ils ne savent pas que nous sommes de la même souche pratiquement, en fait qu'on est le même peuple et que se faire la guerre ne sert à rien. Voilà les choses que l'école pourrait faire. Voilà les choses. Or, l'Église, prenons maintenant le troisième élément d'appareil idéologique de l'État, avec ces choses qu'on appelle, permettez l'expression, les églises de réveil. Les églises de réveil ont fortement contribué à déstructurer le lien social, puisque la majeure partie des pasteurs qui ont fait un cauchemar probablement vers 5 h du matin et qui subitement à 7 h deviennent pasteurs, développent le rejet d'autrui. L'autre est un démon. Non, l'autre qui n'est pas un nous. Non, c'est même d'abord ça. Comment ils commencent à vous expliquer que ton père était un diable, ta mère était Syrah. Oh, c'est des processus connus en psychologie. De la phase de la séduction à la phase de la rupture. C'est de la manipulation mentale. On ne doit pas laisser ces gens continuer à faire autant de dégâts aux familles, à tuer tout un peuple. C'est un travail possible. Il faut qu'on s'y mette. Et ce n'est pas un travail d'un jour, même pas d'un an. Il faut commencer à le faire pour que sur 20, 30 ans, on ait des résultats. Je ne parle pas d'idéologie. Obama devient président, pourquoi? Vous croyez parce qu'il est un génie? Obama devient président parce que plus de 50 ans avant qu'il le devienne, les gens se sont battus pour la cause noire aux États-Unis. Génération après génération. Or, vous avez des Camerounais qui pensent qu'ils sont responsables de ce pays. En fait, je ne sais pas s'ils le pensent. Et ils souffrent du syndrome de la satisfaction instantanée. Même un arbre ne pousse pas en un jour. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas se battre pour longtemps? On attend qui? Un sauveur tombé du ciel? Non, c'est nous, les sauveurs. Si on ne veut pas travailler, je ne sais pas, qu'on appelle les Chinois, Américains, Canadiens, Français, qu'on leur dise que gérer notre pays nous a dépassés, venez faire. Or, le résultat est déjà connu. Si vous appelez les autres, ils vont le prendre. Il faut travailler sur le fait que les Camerounais comprennent que ce pays est le leur. Et tant qu'on ne passe pas par là, ça ne sert même à rien d'obliger les gens à voter. Guy Parfait Songuer, un troisième arrêt dans cette émission pour reparler de l'Assemblée nationale, reparler du discours du président de la République. Paul Biya a dit Cameroun, pays émergent. Et Jean Marinka essaie d'analyser et de démêler un peu les fils de l'écheveau du discours économique de Paul Biya. L'heure est à l'action. C'est l'homme le plus informé de la République qui le dit. Parce qu'il sait qu'on se contente très souvent des effets d'annonce de la philosophie de l'esquisse, selon l'expression d'un intellectuel camerounais. On a l'impression, depuis le 15 septembre dernier, qu'il suffit de dire aux grandes réalisations pour qu'elles soient. Il faut leur donner un contenu, en travaillant bien sûr. Voici un exercice budgétaire qui s'achève. Au premier semestre, certaines régions n'avaient pas exécuté 2% du budget d'investissement public. Il est pourtant établi que pour atteindre un taux de croissance économique de 7 à 8%, il faut un taux d'investissement public de l'ordre de 25% par rapport au PIB, le produit intérieur brut. Les grandes réalisations, en tout cas, ne changeront rien si elles ne deviennent pas de grandes réussites, c'est-à-dire
On peut construire le port en eau profonde de Kribi sans qu'il ait un quelconque effet sur notre vie si l'on ne bâtit pas une économie qui attire le commerce mondial vers Kribi. L'on peut produire toute l'énergie du monde sans impact sur notre croissance s'il n'y a pas d'industrie nouvelle pour la consommer. Jacques Giry, un célèbre agronome français, disait qu'au lendemain des indépendances, on avait pensé que quadriller l'Afrique d'autoroutes, d'universités, d'ouvrages clés à main était signe de progrès. Il n'en a rien été. Et c'est la raison pour laquelle le chef de l'État insiste sur le contenu qu'on doit donner aux grandes réalisations pour qu'elles deviennent des grandes réussites. Nous avons par exemple l'ambition de devenir un pays minier. Il faut le préparer. Exporter uniquement les minerais ne crée pas la richesse. On se rend très bien compte que pour les mines, ce sera comme le pipeline. Nous avons un discours sur les mines au moins depuis les années 60, mais nous n'avons pas d'école de mines. Et nous ne connaissons pas le métier des mines. Or, sur le métier des mines aussi peuvent s'arrimer plein de choses, telles que le trading. Dans les mines, nous avons le trading. Et il faut des gens qui soient capables de rédiger des contrats, donc des juristes. Il faut des gens qui soient capables de vendre. Mais sur le métier fondamental des mines, quelle expertise avons-nous? Et cela signifie clairement que nous devons combler notre déficit de travail. Notre administration, le principal obstacle au développement, doit changer d'attitude et de mode de fonctionnement. Quelques semaines après le discours du chef de l'État à Maroua, le ministre de l'économie a débarqué dans la région avec les bailleurs de fonds pour mesurer l'ampleur de la tâche. C'est cela l'action. Si nous nous contentons simplement de citer le chef de l'État à l'ouverture des séminaires et autres symposiums, il n'y aura pas de Cameroun émergent. L'heure est à l'action. Je vous remercie. Retour sur ce plateau avec notre invité Guy Parfait Songué. Alors, les observateurs, il n'y en avait pas que sur un plan local, mais à l'international, on a observé le Cameroun, on a regardé le Cameroun. Le processus est arrivé à son terme. Certains ont dit bien, d'autres ont dit peut mieux faire, donc passable, et d'autres ont dit c'était pas bon. Est-ce que on a, on va le dire comme ça, le droit de se prononcer sur ce qui se passe dans le pays? On le dira comme ça, le pays de quelqu'un. On est dans un environnement mondialisé, globalisé. Oui, on a le droit. On est en démocratie avancée et même apaisée. Oui, on a le droit. Le problème, je crois, et je ne suis pas le seul, il y a même des chercheurs, je fais partie de plusieurs chercheurs qui soient d'Amérique du Nord, d'Europe ou africains, qui sont d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, on ne peut rien apporter à l'Afrique en termes de propositions concrètes, ni en démocratie, ni en matière de développement, si on n'a pas compris comment se sont structurés les rapports entre l'État et la société. La majeure partie de ceux qui viennent nous dire ce qu'il faut faire ne comprennent pas les fondements que je vous ai expliqués tout à l'heure. L'histoire, comment se sont structurés les rapports, les niveaux de responsabilité, etc. Le tout n'est pas de venir dire aux gens comment ça doit fonctionner ou comment ça doit marcher. Il faut déjà comprendre dans quoi on implante ce comment. Vous comprenez, j'allais dire, la frilosité qui a un peu caractérisé certains de nos hommes politiques à l'issue de ce processus quand des voix sont venues d'ailleurs pour dire il faut faire ci, il faut faire ça. Je les comprends tout à fait parce qu'en matière de communication politique, il faudrait savoir que chacun s'exprime en fonction de son identité propre. Celui qui exerce le pouvoir a le langage de celui qui l'exerce, celui qui le convoite a le langage de convoitise, celui qui l'analyse a le langage de l'analyse impartiale. Donc c'est normal qu'ils aient peur, surtout qu'ils ont peur pour eux-mêmes, pas pour le président de la République. Donc, il y a aujourd'hui une obligation, particulièrement pour le parti au pouvoir, de se renouveler et de modifier un peu son langage. Il y a trop de rhétorique qui vieillit, inadaptée, inadéquate par rapport à la compétition. Et il faudrait peut-être que tout le monde se mette au travail pour dire autre chose que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Les observateurs électoraux, la France et tout le reste, et ça c'est un élément qu'il faut que les populations sachent, ne s'expriment que par rapport à leurs intérêts. D'accord? Ils ont leurs intérêts chez nous. Le Cameroun a une position stratégique dans le golfe de Guinée. Le Cameroun a un sous-sol extrêmement riche. Le Cameroun a un potentiel immense. Ils viennent parler du Cameroun, au Cameroun ou ailleurs, parce qu'ils s'intéressent à la richesse. Mais comment vous expliquez cela? Il y a quelques années, ce type de discours-là, au niveau de la classe dirigeante, on va dire, ne se tenait pas véritablement. C'est-à-dire qu'on avait même un peu peur
de ces mots-là qui venaient d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on a cette tendance-là à affronter ces mots-là. C'est quoi? On est devenu plus fort? Non, le monde évolue et petit à petit... Ou alors on est conscient de notre place dans la sous-région? On commence à avoir conscience et on commence à se rendre compte qu'on peut se battre. On peut se battre, c'est-à-dire on peut refuser par exemple l'accès à nos richesses. Parce que maintenant, il faudrait comprendre que les rapports interétatiques sont des relations, c'est des rapports d'intérêt. Hein, ce n'est pas des rapports d'amitié ou d'amour. Du moment où nous savons que nous sommes capables, même si bon, au plan opérationnel ce n'est pas encore ça, de négocier le partenariat, on commence à se rendre compte qu'on peut dire ouvertement nous ne sommes pas d'accord. Mais jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, nous sommes toujours dans des logiques où on parle de partenariat entre un chat et une souris. Il n'y a pas de partenariat entre un chat et une souris. Le chat, il mange la souris. Donc, tant qu'on n'a pas une rupture dans les rapports avec la France, je n'ai rien contre les Français, hein, je vous parle de faits économiques, juridiques et politiques. Tant qu'il n'y a pas de rupture avec les vieux contrats, les vieux accords avec la France, tout ça restera juste des éléments de surface. On ne résolvera pas les problèmes de fond. Il faut rompre avec ces contrats et proposer autre chose, renégocier les accords avec la France, tous les accords. Il y en a beaucoup qui sont injustes et qui sont inacceptables. Et au bout du processus électoral aujourd'hui, le président a prêté serment, son discours fondateur, le discours d'investiture, il a été prononcé l'autre jour à l'Assemblée nationale. On pense un peu à l'avenir, et peut-être à l'avenir immédiat. Paul Biya travaillera avec qui? Nous l'avons dit au début de cette émission, je crois qu'il va prendre un peu dans la société civile, qu'il va prendre un peu dans l'opposition, qui va innover même à l'intérieur du parti en termes de ressources. Il faut s'attendre à ce qui est du nouveau. Il faut même s'attendre à certains niveaux à ce qui est des nominations spectaculaires. Donc, c'est cela. Mais l'administration reste un problème sérieux au Cameroun. L'administration est très lourde. Elle est l'un des plus gros obstacles à l'exécution des grandes réalisations. Et il faudrait visser à ce niveau. C'est-à-dire nommer des personnes qui sont capables d'obliger tout le monde à venir tôt au travail, d'obliger tout le monde à avoir un certain délai d'exécution pour le suivi de certains dossiers, d'obliger tout le monde à rendre des comptes. Responsabilité va être l'obligation de rendre compte. Et je ne comprends pas, ça c'est incroyable. Un enfant de 6 ans dans ce pays est capable de vous demander des comptes parce qu'il n'est pas encore infecté. Les gens de 30, 40, 50 ans ne savent plus demander des comptes. C'est incroyable. Docteur Guy Parfait Songhai, enseignant universitaire, enseignant à l'université de Douala, vous avez observé la scène politique et vous nous avez fait un peu part de vos observations sur ce plateau d'actualité hebdo. Et vous êtes dans l'équipe, on va dire, de recherche qui a rendu public cet ouvrage sous la direction de Jean-Emmanuel Pondy, secrétaire général de l'Université de Yaoundé 1, Repenser le développement à partir de l'Afrique. Vous êtes l'un des auteurs de cet ouvrage-là. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Actualité Hebdo. Merci et bon week-end, bonne semaine à tous les téléspectateurs de la CRTV. Et merci, et je le précise, cet ouvrage est disponible dans toutes les bonnes librairies de la place, selon la formule. Merci de votre aimable attention. Restez en compagnie des programmes de la CRTV. Bonsoir, à dimanche prochain.